Et bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver pour la première fois de l'histoire de la chaîne sur les vidéos de semaine 3. Et comme je l'ai expliqué, les vidéos de semaine 3, ce sera quelque chose d'assez variable en termes de contenu et surtout aussi en termes de longueur. Alors je sais pas combien de temps va faire cette vidéo aujourd'hui, mais aujourd'hui on parle d'un concept autour de la Japanimation qui est donc le moe. Comme vous allez voir, le moe est un concept qui est assez ambigu et pas toujours très positif, on va pas se mentir. Mais ce genre de vidéo, comme je l'ai dit, ça peut tout à fait passer d'un studio à une personnalité autour de la japanime, que ce soit mangaka, chanteur, chanteuse ou réalisateur, réalisatrice. Ça peut être beaucoup de choses finalement, mais le point commun de toutes ces vidéos, ce sera qu'on ne parlera aucunement d'une œuvre spécifique à la japanimation. On parlera de plusieurs œuvres au cours de ces vidéos. Alors aujourd'hui, on parle de la culture moe. Avant de parler de l'histoire du moe et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans la japanimation, il faut comprendre ce que c'est. Alors, d'un point de vue littéral, le mot moe peut vouloir dire deux choses. Le mot moe, finalement, ne veut un petit peu rien dire en lui-même, tout seul, mais c'est un dérivé du mot moelu, qui est un verbe qui veut signifier germer ou alors bourgeonner, c'est un peu la même idée. Ça, c'est son premier sens, mais son deuxième sens est le sens de brûler ou s'enflammer, et plus dans le côté de s'enflammer ou brûler pour quelqu'un. Une sorte de s'enflammer amoureux, en gros. Et germer bourgeonner, ça revoit à l'idée d'une autre partie de la définition de ce qu'est la culture moe, qui est de l'innocence et une espèce de fleur, si on veut, fragile, qui est l'enfance. Donc ça, ce deuxième sens renvoie vraiment à l'idée de l'épanouissement, l'ouverture, littéralement le fait de germer pour une jeune fille dans l'animation japonaise. Alors, c'est vrai que ce que je peux dire là par rapport à la définition, ça peut faire penser à l'industrie des lolis. Et c'est vrai que les lolis, c'est quand même quelque chose d'assez particulier et que je déteste personnellement et que je pense largement ne pas être le seul dans la communauté de fans de la japanimation. Je pense qu'une grande majeure partie des gens ont un petit peu du mal avec les lolis. Pourtant, le moe, ce n'est pas égal au loli, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, le moe, c'est un concept qui veut presque rien dire, tellement ça englobe beaucoup de choses. En fait, le moe, c'est un concept, comme beaucoup, qui a été inventé sur les forums d'internet, tenus principalement par les otaku, terme sur lequel on reviendra aussi un jour, hein, sur cette culture de l'animation japonaise et du manga, et du jeu vidéo, qui fascine, mais qui à la fois fait extrêmement peur de cette culture otaku dont certains d'entre eux sont devenus les plus grands créateurs de l'histoire de la Japanimation, et à savoir Hideaki Anno avec Evangelion déjà, premièrement, même s'il critique ça, on en a déjà parlé. Eh bien, ce concept de moe est très large parce que finalement c'est un mot, un concept, qui a été inventé par cette communauté-là sur Internet. Alors quand exactement? Difficile à dire. Probablement au milieu, à la fin des années 90, début des années 2000 ou milieu des années 2000, quand Internet commence à être de plus en plus populaire parce qu'au début des années 90, ça commence tout juste. Mais évidemment, le concept et le mot moe ne veut pas dire que le concept même du moe a été inventé à ce moment-là. Et ce qui est assez amusant, c'est que il y a vraiment un gros débat sur savoir qui est le personnage principal, enfin le personnage le plus important sur le développement du moe et de ce concept. Quel est le plus ancien personnage moe? Et c'est là qu'il y a déjà un débat. Parce que même au sein de la première chose qui nous vient à l'esprit, qui est du coup le début des animés qui commencent à s'adresser à la culture otaku, qui là interviennent plutôt au début des années 90, et bien même là on n'arrive pas à se mettre d'accord. Pourtant on a deux personnages qui viennent de deux animés différents. Les deux possibilités étant Otaru Tomoe, qui est un personnage de Sailor Moon, Sailor Saturn, qui du coup a été entre guillemets inventé en 1991. Sailor Moon qui et le manga a commencé en 91. L'autre est un petit peu plus récente, en 1993, donc pas de beaucoup, mais un personnage qui est beaucoup moins connu, qui vient d'un animé qui n'a même pas une manga, qui est un animé en création originale, La planète des dinosaures. Et le personnage, c'est donc Moe Sagisawa. On comprend bien avec le nom de famille de la première et le prénom de la seconde que finalement le concept du Moe veut signifier que les premiers personnages initiateurs sont, enfin, et l'un de ces deux-là, tout simplement parce qu'elles ont inspiré le nom. Alors moi, honnêtement, si je devais donner un avis sur cette question entre ces deux personnages,
La réponse est assez vite donnée. Pour moi, mon avis, c'est que c'est la première, Otaru Tomoe. La raison est simple, c'est un personnage qui est beaucoup plus connu. Voilà, on parle de Sailor Moon contre la planète des dinosaures. La planète des dinosaures, c'est un animé qui n'a pas eu beaucoup d'écho dans les années 90 et qui s'est fait assez vite oublier. On est sur quelque chose d'assez cartoonesque qui, dans le contexte de la montée des Magical Girls, avec Sailor Moon notamment justement, et des mechas et des récits psychologiques qui vont beaucoup monter ces derniers temps. Donc on a vraiment, enfin ces temps-là plutôt, donc la grande science-fiction psychologique pour les garçons avec du seinen un petit peu qui commence à chuter. En fait, cette science-fiction psychologique remplace le seinen qui s'effondre à la fin des années 80 notamment. Et du coup, pour les filles, on a le Magical Girl qui reprend beaucoup de puissance. Parce que le Magical Girl, ça n'a pas été inventé par Sailor Moon, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. Mais c'est vraiment Sailor Moon qui va vraiment le porter vers le haut. Donc là, on a un animé qui s'inclut dans pas grand-chose, la planète des dinosaures, dans l'époque où il sort. C'est plus un animé qui fait penser à ce qui s'est passé dans l'âge d'or dans les années 60 ou 70. Donc c'est pas vraiment de son époque, alors que Sailor Moon va devenir l'un des animés Magical Girl les plus influents de tous les temps. Donc, de ce point de vue-là, qui serait l'initiateur de cette mode du moe? C'est difficile à dire, mais a priori, moi je partirais plutôt sur le personnage de Hotaru Tomoe, parce qu'elle vient de Sailor Moon, et que Sailor Moon, c'est quand même un monument de la Japanimation qui, au-delà de peut-être le moe qui a découlé de ça, Sailor Moon a quand même une influence conséquente, bien au-delà de tous les concepts de moe. Dans les concepts juste du Magical Girl, la construction de ce style-là. Évidemment, comme je l'ai dit, Sailor Moon n'a rien inventé, mais bon, il n'y a pas besoin d'inventer quelque chose d'incroyable pour devenir un animé mémorable. Prenez One Piece par exemple, qui reprend les codes parfaitement du Neketsu, mais le reprend avec tellement de brio que ça fonctionne. Evangelion, c'est la même chose. Evangelion n'a pas inventé le mecha, mais a juste révolutionné la façon de comment on le fabrique. Et finalement, des animés comme ça, c'est pareil. On pourrait citer Death Note, on pourrait citer Full Metal Alchemist, même SNK. Les animés qui bouleversent complètement les codes et qui inventent un nouveau genre, c'est très rare. Ça veut dire ça arrive quasiment jamais. Et quand ça arrive, bah, la plupart du temps, ils sont très critiqués à leur époque. Sailor Moon n'est pas un animé ultra innovant, mais restera quand même l'un des animés les plus impressionnants et les plus iconiques de cette décennie-là. Notamment pour les mangas, pour les filles. Là où le concept du moe est un petit peu ambigu, c'est son côté de variété énorme. Et le côté de... Finalement, on n'est même pas sûr que les deux exemples et les deux personnages que j'ai dit qui faisaient débat sur l'approbation du mot moe, l'influence de l'approbation du mot moe et pas un autre comme, je sais pas, Meatlook ou Mizuru, ou je sais pas, j'invente des mots, hein, ça n'existe probablement pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'appelle Moe pour une raison, juste ces trois lettres qui s'enchaînent pour donner le nom qu'on la connaît aujourd'hui, ça viendrait de ces deux personnages-là. Mais même là, il y a une ambiguïté, parce que des personnages qui reprennent les concepts du Moe qui ont été définis par la suite, à savoir les maids, l'attitude mignonne, la forme ronde, une espèce d'innocence, etc. Tous ces concepts-là qui tournent autour du Moe et qui peuvent être très variés, et bien finalement, on les observe déjà bien avant. Et finalement, on peut remonter facilement jusqu'à Clarisse de Lupin de Sœur, qui a été écrit ni plus ni moins par un certain Hayao Miyazaki. Enfin, inventé, non, c'est pas lui qui a écrit le manga, on rappelle c'est Monkey Punch bien sûr, mais dans son film, Le Château de Cagliostro en 1979, c'est le personnage de Clarisse qui va avoir une énorme influence sur les premiers doshinji de l'histoire. La première fois donc qu'un doshinji va reprendre un personnage, c'est donc avec Clarisse du château de Cagliostro. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec la culture moe? Eh bien c'est justement les otaku. Les otaku, les doshinji, ils adorent ça. Ils en créent beaucoup, même les amateurs, bien qu'il y a évidemment des professionnels qui des fois font du doshinji, notamment ceux qui écrivent des ecchi, ils aiment bien faire des doshinji hentai de leurs animés ecchi. On se posera pas plus de questions. Mais on a aussi beaucoup de professionnels, genre Clamp par exemple, qui nous a écrit plus tard X, Cardcaptor Sakura ou Holic, qui sont trois mangas absolument incroyables. Et ben, elles ont commencé dans le doshinji. Et c'était des autrices amateurs, en fait, avant de se professionnaliser par la suite. Et donc ça, c'est pas rare, même dans le monde des mangaka professionnels. Et chez les amateurs, bah, ça se traduit principalement par les otaku. Des otaku qui vont s'échanger ou se vendre ces différents doshinji. Et la première fois que ces doshinji vont être créés,
Ce sera sur le personnage de Clarisse. Alors bien sûr, plus tard, il y aura des doujinshi qui seront écrits sur des personnages plus vieux que Clarisse. J'en ai déjà vu par exemple évidemment sur Albator ou par exemple Manhattan dans Galaxy Express. C'est quelque chose qui est encore plus ancien dans les années 70. Et on en trouve même sur Astro Boy, je suis sûr. Mais ça c'est... Enfin bref, voilà, ça viendra que plus tard. Et pourtant, Hayao Miyazaki, qui a mis en scène le personnage de Clarisse dans ce film-là, qui est le château de Cagliostro, il est plutôt connu pour faire des personnages féminins absolument légendaires et très bien écrits. Et Clarisse ne fait pas vraiment exception à la règle. Alors, ceci dit, elle est un peu plus en retraite parce que justement l'histoire de Lupin de Sorbe n'a pas été inventée par Hayao Miyazaki. Il avait, comme qui dirait, pas trop le choix de faire certaines choses, mais il n'empêche qu'il glissera son robot qu'il remettra dans le château dans le ciel à l'intérieur de ce film. Mais bon, on reparlera de ça dans le château de Cagliostro. Mais ce qui est donc très intéressant, c'est de montrer que le moe peut être utilisé dans des concepts autour de personnages féminins qui sont pas forcément mal écrits. Et ça, c'est souvent la confusion. C'est la confusion entre le moe et le loli. Alors attention, et c'est ça qui est particulier, c'est que le moe n'inclut pas forcément d'avoir un personnage loli. Par contre, les lolis incluent forcément avoir un personnage moe. Et ça, c'est toute la nuance. Ce que ça signifie tout bêtement, c'est que les lolis, c'est une sous-branche du moe. Et c'est pas la sous-branche la meilleure, on va pas se mentir. Les lolis étant quelque chose de vraiment très dérangeant, même au sein d'animés ou de mangas qui sont plutôt bien écrits dans leur scénario, ou qui sont pas inintéressants à voir dans leur concept qu'ils inventent. Genre par exemple, je pense à No Game No Life, qui est un manga plutôt sympa, enfin une light novel plutôt sympa, c'est mieux, et qui est un animé que j'apprécie pas plus que ça, mais en vrai ça va. On parlera de No Game No Life. Mais moi j'ai quand même des petits problèmes avec Shiro dans son attitude vis-à-vis de son frère. Et ça c'est quand même un petit peu ambigu, et il y a quand même beaucoup de jeux autour du corps de cet enfant, qui a, on le rappelle, 11 ans, euh, qui pose réellement problème. Et là c'est vraiment un traitement de loli. Et on a pas mal de fois ces concepts-là, et l'un des plus célèbres est clairement l'exemple de Rem et Ram dans ReZero, ou Ram et Rem, ça se dit plutôt dans ce sens-là, mais peu importe. On a un peu la même chose. Ce sont typiquement des personnages moe, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ce sont des lolis? Oui, quand même. Mais est-ce que ça fait partie du charme de ReZero? Oui, parce que ReZero est un isekai. Et ça, il faut pas l'oublier, ReZero reste un isekai, et donc c'est presque, j'ai pas envie de dire normal, mais plutôt logique en fait d'avoir ce genre de personnage dans un animé comme ceci. Et même si ça fait mal de le dire, c'est malheureusement comme ça que l'animation japonaise est faite. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut souhaiter voir disparaître dans les années à venir, mais pour l'instant, ça n'en prend pas vraiment le chemin. Si ça vous intéresse, on pourrait faire une vidéo sur les lolis plus particulièrement, même si j'en ai pas forcément envie, et vous vous doutez bien que mon avis est très négatif sur cette question. Mais effectivement, la question des lolis n'est pas seulement l'idée de faire un enfant, de dessiner une enfant jeune qui n'a du coup pas débuté sa maturité sexuelle. C'est évidemment pas seulement ça les lolis, c'est plus un concept d'érotisation et de sexualisation du personnage. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le moe, mais pas forcément. Et c'est ça qui est très ambigu avec le moe, c'est que c'est plus, avant d'être une sexualisation, une érotisation du personnage, qui là se rapproche plus du concept de la loli, c'est avant tout une attitude, des émotions, des traits de caractère qui définissent ce type de personnage. Et c'est vrai qu'on a souvent des gros écarts, et qu'on se trouve avec des personnages made qui sont des fois complètement idiotes, hein, on va pas se mentir, et qui sont vraiment montrés comme stupides, et clairement un rabaissement du personnage féminin. Mais des fois, on se retrouve avec des personnages comme Mayuri de Steins Gate, qui est quand même très intéressant. Pourtant, le caractère qu'elle affiche n'est pas tellement si différent que ça, que d'autres personnages moe. Et par exemple, si on reprend KyoAni que j'aime beaucoup, il y a deux animés qui forcément utilisent beaucoup le moe, et c'est Kobayashi Dragon Maid et évidemment Lucky Star. Et Lucky Star est peut-être encore plus proche de ce qu'est la loli, et encore il y a une ambiguïté, un débat, parce que justement la qualité d'écriture des personnages en général, hein, pas seulement féminins, mais la qualité d'écriture des personnages de Kyoto Animation, même dans des animés comme ça, fait toujours un peu pencher la balance en leur faveur, et fait presque dire qu'on pourrait mettre entre parenthèses et d'avoir une loli bien écrite dans Lucky Star. Ça peut paraître bizarre, mais c'est peut-être la seule exception en fait qui existe dans la Japanimation. Et Kobayashi Dragon Maid, c'est complètement autre chose. Même si l'état d'esprit et la fabrication de personnages est un peu le même système, parce que c'est le même studio, voilà, on a les mêmes équipes à peu près,
Mais pourtant, il y a une chose qui change. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens osent dire, et ben c'est le corps. Et ça, c'est quelque chose qui est très 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 intéressant. Parce que les lolis, et c'est ça qui dérange le plus, c'est pas tellement leur attitude et leur façon de fonctionner, c'est plutôt qu'elles soient enfants. Et bien sûr que des enfants dans l'animation japonaise, il y en a plein. On a l'un des personnages féminins enfants les meilleurs que j'apprécie le plus, évidemment, Anya de Spy X Family. Mais elle, c'est clairement pas une loli, c'est un personnage juste random. Pourtant, et c'est là que c'est intéressant, c'est que Anya de Spy X Family est un personnage typiquement moe. Et ça, c'est le genre de personnage qui inspire la mignonnerie, la gentillesse, etc., l'innocence, mais qui finalement est assez logique par rapport au contexte. C'est-à-dire une enfant de 5 ans. Tout bêtement. Anya a 5 ans, et donc son attitude est normale par rapport à une enfant comme ça. Et du coup, malgré le fait que ça se raccroche à la philosophie moe, on va pas porter forcément attention. Et donc, et de par son manque d'érotisation, qui est plutôt positif évidemment dans un anime de ce type, eh ben on peut pas la considérer non plus comme une loli. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Et on voit bien que le moe, c'est un concept qui est très général, et qui finalement, si on se penche réellement sur ce concept, on se rend compte que ça peut s'appliquer à quasiment tous les personnages féminins de l'animation japonaise. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que bien sûr qu'il y a des personnages féminins qui sont très mal écrits, et qui seront du coup moe, et d'autres qui le sont extrêmement bien, et qui seront du coup moe. Et du coup, ça veut dire quoi? Le moe, c'est bien ou c'est pas bien? Eh ben, il n'y a pas de réponse à cette question. En fait, c'est comme si je vous disais, bah, les shonen, c'est bien ou c'est pas bien? Vous allez me dire, bah c'est stupide, les shonen, il y a tellement de shonen différents que ça représente plus de la moitié de ce qui existe dans l'animation japonaise, donc vous allez me dire, bah ça dépend du shonen. Et moi je suis plutôt ce type de shonen, des neketsu, voilà, ou plus des isekai, le harem ça me branche pas trop, mais ça reste des shonen. Et, mais évidemment, moi par exemple, les harems je déteste ça, mais ça reste du shonen. Et ça veut pas dire que je vais considérer que tous les shonen c'est de la merde. Bah le moe c'est pareil, c'est un concept qui est trop large en fait, pour qu'on s'y intéresse comme ça. En fait, il faut le découper par tranches et essayer de découvrir les sous-genres. Par exemple, les appellations des types de déré comme tsundere, kudere, et termes sur lesquels on pourrait revenir plus précisément dans des vidéos futures, sont des concepts qui sont tirés du moe. Les lolis, on en a déjà beaucoup parlé, c'est aussi une sous-branche du moe, mais aussi tout le concept du délire un peu qui peut parfois être sexuel et même qu'il est souvent autour des maids et du concept du kawaii avec les oreilles de chat, là aussi c'est une dérivée du moe. Les buta girls, c'est aussi un concept du moe. Et finalement, quand on pèse tout ça dans la balance, on se rend compte que oui, il y a des côtés qui sont assez pervers et très négatifs, mais d'autres qui sont vraiment plutôt bien. Et avoir un personnage qui respire la joie de vivre et qui respire le caractère moe tel qu'il est défini par les fans, eh ben ça ferait pas forcément un personnage féminin qui est mauvais ou ou pas respecté. Ça dépend énormément du concept aussi et de l'animé, de quoi il parle l'animé finalement. Dans un animé comme Spy X Family, comme je te dis, ça pose aucun problème. Mais par exemple, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que tout ce que j'entends par rapport au corps du personnage, que c'est une espèce d'innocence, de pureté, etc., a de l'enfance, etc., qui est fantasmé érotiquement, ça c'est seulement vrai pour les lolis, pas dans le moe en général. Parce que, exemple typique, on parle souvent de la représentation de Rei Ayanami dans Evangelion comme étant un personnage très moe, justement, dans sa définition. Et vu que la tsundere, c'est aussi une sous-branche de, du moe, on pourrait dire que Asuka, aussi dans Evangelion, est aussi un personnage moe. Pourtant, la représentation de ces deux personnages féminins et leur qualité d'écriture et l'effort d'écriture qu'il y a dans un animé comme Evangelion n'est pas comparable à des animés et avec des lolis. Comme des isekai, par exemple, qui sont franchement putain de ridicules, hein, on va pas se mentir. Ça devient presque... ça donne presque la gerbe, des fois. Donc finalement, ça dépend beaucoup de l'animé et de comment il est travaillé. Et le moe, ça veut rien dire. Il est vrai que dans le moe, il y a quand même une certaine logique à un corps féminin jeune qui, qui ne peut pas s'appliquer, ou en tout cas difficilement, dans la culture populaire de l'otaku, comme étant des femmes, par exemple, et des des corps féminins qui sont utilisés notamment dans les neketsu. Là, ce genre de personnage, c'est assez difficile de l'associer au moe. Mais finalement, rien ne l'empêcherait, parce que la fabrication d'un corps féminin n'est absolument pas un critère pour définir le moe.
ça peut être un critère pour diviser le moe, mais pas pour le définir. Et ça, c'est quelque chose qui est une nuance qui est très importante. Donc le moe, comme je dit, c'est un état d'esprit. C'est comment on voit les personnages féminins en général, et comment on peut les subdiviser à travers les catégories de maid, de buta girl, de kawaii. Le kawaii, c'est aussi ça, hein, c'est une dérivée du moe. Et finalement, le seul truc qui peut englober le moe sur quelque chose de plus grand que lui, c'est le concept tout bête de la waifu. Un concept et un mot sur lequel on va revenir dans une autre vidéo, parce que j'ai des choses à dire, et encore une fois, pas que des trucs positifs, ni que des trucs négatifs. Il y a évidemment des choses très intéressantes à dire autour du concept de la waifu, et notamment sur l'impasse totale de dire de ça vient d'où, à part de dire que ça vient d'internet et de la culture otaku, on peut difficilement être plus précis que ça finalement. Et, et ça, c'est tout l'intérêt. C'est que le moe, c'est vraiment juste une appréciation, une vision d'un personnage qui crée une sorte d'attachement en que l'on peut définir comme étant quelque chose d'amoureux. Mais là où la plus grande complexité est là, c'est que le dire formellement en français par un mot de qu'est-ce qu'on cherche à faire avec le moe, c'est quelque chose de très compliqué. Et je ne suis pas sûr qu'il existe un mot dans notre vocabulaire français pour définir exactement ce que c'est. Parce que en fait, on est entre l'adoration, l'admiration, la protection, donc un peu un amour fraternel qu'un grand frère aurait avec sa petite sœur, par exemple. On est quelque chose qui est un peu comme ça, dans le moé en général, mais en réalité pas trop, vu qu'il y a quand même la sous-branche d'Eloli, on le rappelle, donc là c'est quelque chose de plus sexuel, donc finalement, le moé qui englobe tout ça, c'est quand même assez compliqué à définir. Et on est vraiment entre la protection, l'adoration, l'admiration, des concepts qui des fois ont du mal à s'associer dans notre langue, mais qui finalement, en japonais, a simplement créé le mot moé. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise simplement le mot moé parce qu'on n'a pas le choix, simplement, et on utilise ce terme comme on peut le comprendre. Comme j'ai dit, vu que ça regroupe une grosse partie, si ce n'est la quasi-totalité des personnages féminins de l'animation japonaise qui reprennent le concept de la mignonnerie et du kawaii de manière plus ou moins lointaine avec tout ce qu'on peut avoir derrière, eh bien, à part les personnages féminins qui représentent soit un côté antagoniste, soit un corps exagéré à des fins de gros fanservice dans les harems, ou dans les ecchi, ou dans les neketsu, et ben tous les personnages qui rentrent dans aucune de ces catégories vont plus ou moins se rattacher à la culture moe dans l'animation japonaise d'aujourd'hui. Et donc finalement, notre conclusion, c'est il faut voir il faut voir chacun des animés, parce que certains animés avec du moe sont absolument incroyables et d'autres sont profondément dégueulasses, on va pas se mentir. Et voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, nouveau concept. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau film d'animation. Un film d'animation qui est très particulier par son animation. Un film d'animation qui date du milieu des années 2000 et qui est très intéressant avec des nouveaux réalisateurs, vu que oui, il y en a deux sur ce film. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.